Je crois que j'ai la chance de jamais avoir connu un buzz. J'avais 18 ans quand je suis parti de chez moi et que ça a commencé vraiment à être ma source de revenus. C'est toujours des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit t'as peut-être un truc intéressant entre les mains, on va t'aider à en faire quelque chose. Je te disais tout à l'heure que je poste peu de vidéos, la vérité c'est aussi parce que je suis un branleur. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy, des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Salut Léo, bienvenue. Salut, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bah ça va nickel. T'es bien installé ? Content de faire ce podcast. Ouais, moi aussi je suis très très content de te recevoir pour ce premier épisode de ce nouveau podcast. Pourquoi tu es le premier invité déjà ? Faut une petite explication déjà, ouais. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Sur les différents réseaux et puis aussi parce qu'on se connaissait par ailleurs. Moi, via ma précédente carrière de journaliste high-tech, on a eu l'occasion de se côtoyer dans les mêmes événements, même dans d'autres pays, notamment en Espagne où tu as vécu un peu. Ouais. Et voilà, j'ai toujours apprécié ce que tu faisais. Je me suis dit, mais bien sûr, pour ce nouveau podcast, il faut absolument que Léo soit mon premier invité. Et bah, très content de participer au premier en tout cas. Alors, Léo, raconte-nous un peu ton parcours. Alors, quel âge tu as et d'où tu viens ? C'est quoi ton background ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors j'ai 24 ans, j'ai fait des études non choisies. On m'a envoyé en bac pro commerce. C'est une histoire un petit peu longue, mais en d'autres. Bon, pour simplifier, moi je voulais faire du L et j'ai pas pu le faire à cause d'une petite erreur dans mon éducation. Et très vite, en fait, juste après mon bac pro, j'ai compris parce qu'on me l'a expliqué que ce que je faisais sur YouTube pouvait devenir un métier. Moi sur YouTube, je parle de technologie, beaucoup d'Apple parce que c'est la marque que je connais le mieux, donc que j'analyse le mieux. Donc, en analysant les produits Apple, leur stratégie de com, je suis capable de voir ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Et en général, c'est quand même eux qui définissent les usages. Donc, c'est toujours intéressant de parler d'Apple. Et voilà, j'ai vécu quelques années à Barcelone et maintenant, je suis à Paris et c'est pleinement un métier depuis 3-4 ans. Ok. Et donc, à quel âge tu as commencé à faire des vidéos sur YouTube ? À l'âge de 13 ans. Okay. C'était pas sur YouTube à l'époque, c'était sur Dailymotion. La plupart ont été supprimés par mon moi du passé qui avait un peu honte au bout d'un moment. Ouais. Mais ouais, je parlais pas, j'étais sur des jeux vidéo parce que c'est ce que je regardais à l'époque. J'avais fait un petit peu de tech aussi, je me souviens d'un déballage de l'iPod Nano, sans aucune connaissance, je racontais que des conneries, mais j'étais content. Et c'était une époque où il y avait pas trop de vues, il y avait pas trop de commentaires, etc. C'était très peu communautaire et en fait, je crois que je faisais même pas les vidéos pour qu'elles soient regardées, je les faisais parce que je regardais des mecs faire et j'avais envie de faire pareil, un petit peu comme quand tu regardes Harry Potter et qu'après t'es dans le jardin à faire semblant que t'as une baguette magique. Tu regardais qui à l'époque ? Qui t'avait inspiré un peu cette vocation pour les vidéos sur Internet ? Sur du jeu vidéo, les mecs de l'époque, je me souviens de pseudos comme et Jérémy, Bibi300, etc. Et après, je regardais beaucoup aussi la chaîne techno sur iTunes. Ça, je l'ai énormément regardé. C'est un peu ce qui m'a emmené vers la tech. Il y avait Lokan Sardari aussi qui parlait beaucoup de tech. Donc voilà, c'est parti vraiment de je filme du jeu vidéo avec un caméscope qui est empilé sur des cassettes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est cool ce que je fais. Ça, je peux le faire sur la tech et voilà. Et ton move de Dailymotion vers YouTube, qu'est-ce qui l'a déclenché ? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais en fait, je suis arrivé sur Dailymotion au pire moment, c'est-à-dire que c'était la fin de Dailymotion. Les gens commençaient vraiment à aller sur YouTube et dire waouh. Alors ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais à ce moment on se disait mais YouTube c'est un peu plus cool que Dailymotion en fait. Donc j'ai vite viré sur YouTube et puis mais ça se fait très vite, ça s'est fait au bout de quelques mois. Ouais, ok. Et donc à quel moment tu t'es dit déjà, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que d'un coup tu as fait plus d'audience que d'habitude et qui a été peut-être comme une prise de conscience, ou bien tout ça a été très progressif et qui t'a amené progressivement vers une prise de conscience où tu t'es dit en fait j'adore faire ça, non seulement j'adore faire ça mais en plus je vais en faire mon occupation principale. Je crois que j'ai la chance de jamais avoir connu un buzz. Ça a été complètement linéaire. Depuis que je fais ça,
du 0 à 10 abonnés à aujourd'hui 300 000, ça a été complètement linéaire. Je me suis jamais rendu compte de rien. C'est-à-dire que juste je fais une vidéo, je gagne 1000, 2000 abonnés, et c'est toujours comme ça. Et je crois que c'est une opportunité, que c'est une chance, parce que j'ai eu le temps de me construire. Alors maintenant, si les gens veulent être fous de mes vidéos et passer à 1 million, ça ne me dérange pas du tout. Mais j'ai eu le temps d'acquérir cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis prêt à ça. Et je crois que c'est vraiment une opportunité de pas avoir été sous un ras-de-marée de gens qui sont arrivés d'un coup. Alors il y a eu des coups de boost qui sont arrivés très vite. Notamment, j'avais été dans une vidéo de Thibaut InShape qui conseillait des chaînes. Ouais. J'en faisais partie. Bon voilà, on a passé les 100 000 abonnés alors qu'on était à 70 000. Donc là, forcément, il y a une vague de gens, mais ça a toujours été plutôt linéaire. Quand tu dis on, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul ou pas forcément. Alors, ou tu te on-noies. Je me on-noie, oui, tout à fait. Non, en fait, souvent je dis on parce que j'en parle beaucoup avec mon père. Okay. Mon père qui m'assiste, mais à chaque fois que j'écris un truc, je lui raconte, il me donne son avis, etc. Donc quelque part, il participe à l'écriture des vidéos. Et puis derrière, c'est lui qui vient me donner les statistiques, tout ça. Je regarde quasiment plus YouTube Analytics. En fait, il me donne les stats. Donc j'ai tendance à dire on, et après je suis très accompagné sur la partie commerciale. Ok. Bon, on reparlera un peu plus tard de ton organisation. Et donc, non, mais t'as raison, ce que tu dis, c'est hyper intéressant sur le fait que t'aies connu une croissance linéaire, parce que c'est aussi comme ça que, enfin, c'est le point commun des créateurs qui durent, vraiment, qui arrivent à développer leur audience sur la durée. C'est les anti-buzz. Ouais, t'as tout à fait raison. Et quelle a été la réaction de tes parents quand tu as pris cette décision et que tu leur dis non, voilà, moi mon métier, ça va être de créer du contenu? Ils ont pas eu de réaction particulière. En fait, ils m'ont fait confiance et ils étaient assez impliqués dans ce que je faisais. Ils regardaient, ça les faisait marrer, trouvaient ça intéressant. Et pourtant, c'était quand même plutôt les débuts à ce moment-là. Mais non, ils m'ont rien dit de particulier. T'avais quel âge en fait à ce moment-là? J'avais 18 ans. Ouais. Quand je suis parti de chez moi et que ça a commencé vraiment à être ma source de revenus. Et là, ça fait quelques années que ça l'est beaucoup plus qu'avant, où je sais que là, je serai pas, je peux finir les fins de mois tranquillement et tout. Il y a aucun problème là-dessus. Au début, c'était un peu moins le cas, mais non, c'est vrai que ça s'est fait très naturellement. J'ai jamais eu l'impression de faire un choix qui pouvait être dramatique ou c'était pas du tout un problème. Oui, t'étais pas forcément dans un cercle familial qui te poussait à être médecin ou avocat. Non, pas du tout. C'est une chance. Ouais. C'est une chance parce que je crois savoir que beaucoup de créateurs n'ont pas la chance aussi d'avoir le soutien de leurs parents. J'ai eu cette chance, de pas être seul contre tous, à croire en cette idée, Ouais, complètement. Et tu t'es dit que t'allais en faire vraiment ton métier, ton occupation professionnelle principale au moment où tu as commencé à gagner ta vie avec ça, ou t'en étais pas encore là à ce moment-là de cette prise de décision? Au début, j'ai été accompagné par une entreprise pour laquelle je produisais du contenu. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un contrat. Je savais que j'allais pas être forcément mal à l'aise financièrement, donc ça c'était une aide. Et après, en fait, mes prises de conscience ont toujours été très naturelles dans la mesure où c'est jamais moi qui les ai faites. C'est toujours des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit t'as peut-être un truc intéressant entre les mains, on va t'aider à en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, les gens qui m'accompagnent sont aussi les gens qui m'ont fait prendre cette prise de conscience. Donc moi vraiment, ça a été facile en fait. Je suis en easy mode depuis le début. Bon tant mieux. Tant mieux. Et donc t'as combien d'abonnés là sur YouTube? 330 000. 330 000, ok. Et donc tu es principalement actif sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux que tu utilises? Principalement YouTube. Après Twitch, Instagram, je fais du contenu, mais c'est extrêmement secondaire. Et ta stratégie, elle est plutôt de créer du contenu sur Twitch et Instagram qui ont vocation à te ramener plus de l'audience sur YouTube, ou t'es dans une logique un peu de multidiffusion sur les différentes plateformes avec peut-être des formats un peu différents? J'ai pas tant de stratégie. J'en ai jamais vraiment eu. Quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle. Alors après, je fais tout pour que ma vidéo soit intéressante et que la couverture incite à cliquer forcément. Mais je me concentre vraiment sur le contenu de YouTube. Et après, ça m'amuse de prendre des photos, de belles photos pour Instagram, de faire des tweets, de petites pensées comme ça sur Twitter. Mais vraiment, je me concentre sur YouTube.
Ouais, t'es assez fun hein, sur Twitter. Ah ouais, je suis fun, tu trouves? Ouais, je trouve. Il y a un petit mélange d'humour et de troll. Ouais, je vous conseille de vous abonner au compte Twitter aussi de Léo. Et donc, pourquoi pas TikTok ou d'autres réseaux comme ça? Parce que je suis pas contre, mais j'ai du mal avec le pluralisme. Si demain je fais une vidéo par semaine sur YouTube, ce qui est très loin d'être le cas actuellement, je pourrais éventuellement embaucher quelqu'un pour me faire des TikTok, etc. Actuellement, je fais tout seul sur la partie production et j'aime me concentrer sur la valeur que je peux apporter sur YouTube avant de partir sur TikTok et de faire des reels sur Instagram, etc. J'aime vraiment me concentrer sur une seule chose qui est celle pour laquelle j'ai du talent en fait. Donc j'exprime mon talent sur YouTube. Je crois que j'en ai un peu moins sur TikTok. Donc pour l'instant, je vais pas sur TikTok. Ok. Et donc pour revenir sur YouTube, tu t'imposes parce que tu parlais d'avoir une vidéo par semaine. C'est intéressant ce que tu dis. Donc de ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément quelque chose que tu t'imposes. Il peut y avoir 4 mois sans vidéo, ça arrive. Ok. Et ça, tu le vis bien? Comment ça se passe? C'est juste parce que tu te dis, tant que j'ai pas d'inspi, je fais pas de vidéo. Si j'ai rien à dire, autant ne rien publier. C'est une règle que tu t'imposes? Non. C'est que si aucune vidéo ne sort, c'est que j'ai pas encore résolu tous les problèmes dans ma tête. Ok. C'est que je suis en train de travailler sur quelque chose et j'essaie d'avancer, mais il y a un truc qui bloque. Alors souvent, c'est une barrière psychologique que j'arrive à passer. 4 mois, c'est quand même assez extrême, ça arrive pas si souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça qui sont extrêmement importants, sur lesquels j'ai envie d'avancer, mais à chaque fois que je le fais, c'est une torture en fait. J'ai l'impression de pas faire ce que je suis censé faire et de pas être au maximum de ce que je peux apporter. Donc en général, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense qu'on a tous, en tant qu'entrepreneur, créateur, etc., on a tous ces moments qui sont un peu difficiles. Faut réussir à les passer, mais je me suis jamais imposé un rythme. Il faudrait peut-être que je le fasse, mais je trouve assez confortable cette position dans laquelle je suis, qui est de me dire, si j'ai pas envie de sortir une vidéo pendant 2 mois, je peux le faire, je me concentre sur celle d'après, et c'est pas... J'ai pas du tout ce phénomène du youtubeur qui a besoin de sortir régulièrement parce qu'il faut faire plaisir à l'algorithme, à sa communauté, etc. J'ai la chance de pas avoir ce truc-là. Quand je sors une vidéo, même après 5 mois, les gens sont au rendez-vous et ça, c'est exceptionnel. Non, mais la question qu'on peut se poser, alors déjà c'est chouette d'avoir autant de liberté, y compris dans ton rythme et autant de confort. C'est vrai que c'est chouette, mais la question qu'on peut se poser, c'est que c'est ton activité principale. Ta rémunération, tu la tires des différents contrats, partenariats que tu peux avoir avec des annonceurs, des marques, qui pourraient aussi exiger de toi une certaine régularité ou un certain volume de publication. De ce que je comprends, ce n'est pas le cas. Alors, je suis très bien accompagné commercialement, je suis bien vendu et souvent. Okay. Mais j'ai des tâches très précises à rendre. C'est-à-dire que si une marque vient me voir et me dit on veut 3 vidéos, les 3 vidéos seront faites. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est contractuel. Donc si je sors pas de vidéo pendant 4 mois, c'est pas un problème pour eux. Tant qu'à la fin de l'année, j'ai fait mes 3 vidéos qu'on avait indiquées dans le contrat, c'est bon. Donc j'ai pas du tout cette pression-là en fait. Moi, mon équipe vient me voir, me dit on veut te faire signer ça. Si je sens que je vais pas être en mesure de le faire ou que ça m'intéresse pas, je le fais pas et puis terminé. Donc c'est pas du tout une pression. Il y en a un peu forcément parce qu'il faut rendre les projets, mais je me la suis posé moi-même la pression. Donc j'ai aucun problème de ce côté-là. Comment tu travailles avec les sponsors? Je crois comprendre que tu travailles avec un nombre assez limité de sponsors, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Après, c'est mon point de vue, mais les créateurs de contenu qui se transforment en hommes ou femmes sandwich, pour moi, il y a rien de pire parce que tu perds forcément en crédibilité, en authenticité si tu commences à te maquiller un peu avec qui tu veux. Donc, comment tu les travailles? T'arrives à vraiment travailler avec les sponsors que tu aimes le plus? Ouais, justement, c'est l'avantage de faire assez peu de vidéos dans l'année, c'est que du coup, je peux être très sélectif. Et je travaille avec une équipe qui a une agence qui s'appelle Imakina Influx pour la nommer, qui me connaît très bien personnellement de base, qui savent comment je travaille, qui savent ce qui me convient, ce qui me convient pas. Donc ils font un énorme tri dans les offres que je reçois et ils m'envoient que celles qui m'intéressent. Je refuse 70% et on garde les 30% qui sont vraiment intéressants, qui sont pertinents avec mon contenu, qui sont pertinents avec mes valeurs, avec ma personnalité. Donc derrière, on fait une sélection et c'est vrai que souvent, il y en a qui reviennent. Il y a des marques qui reviennent tous les ans parce que c'est agréable de travailler avec eux, parce que je connais leurs produits et j'ai confiance. C'est certainement agréable de travailler avec toi aussi. J'imagine, j'espère. Et ok, très clair.
Bah, merci Léo. Et donc, à quoi ça ressemble à quoi ta journée type? Comment tu t'organises avec la prod, avec les réseaux sociaux, peut-être tes interactions aussi avec ta communauté. À quoi ça ressemble le quotidien de Léo Duff? Très décousu. J'ai très peu d'organisation. Je te disais tout à l'heure que je poste peu de vidéos. La vérité, c'est aussi parce que je suis un branleur. Hein. Je gère ma vie professionnelle exactement comme j'ai géré mon bac. Et tu viens de sortir la quote de cet épisode. Parfait, très bien. Je gère ma vie pro exactement comme j'ai géré mon bac, c'est-à-dire que j'ai eu une mention, mais on sait pas pourquoi. Donc au talent, tu y allais au talent. C'est ça, mais je dis toujours que je suis à 10%, mais que ça suffit. Alors c'est peut-être pas la meilleure citation d'entrepreneur que vous allez entendre cette année, mais j'y travaille parce que je suis bien entouré et que j'ai bien compris qu'il fallait plus de rythme et qu'il fallait que je me pousse à que j'entraîne mon cerveau à faire plus de choses difficiles et à se mettre dans des situations inconfortables. Mais pour l'instant ça m'a réussi aussi parce que je crois qu'il y a un phénomène dans le fait d'être un branleur qui fait que tu fais que le nécessaire et que ce en quoi t'es performant et que tu prends toujours le chemin le plus court pour y aller. Et au final je crois que ça a marché parce que ce que je fais est pertinent en fait, du fait que je parte pas dans tous les sens, que je prenne un sujet très précis et que je le traite jusqu'au bout et je parle que de ça et je sais qu'une fois que ma vidéo est sortie, je vais pas avoir besoin d'en faire 2, 3, 4 par la suite parce que j'ai la flemme d'en faire 2, 3, 4 par la suite, donc je mets tout dans une, je la délivre au public et c'est terminé, mon travail s'arrête là. Donc j'ai aucune organisation, juste il y a des sujets qui me passionnent et c'est ce qui me sauve la vie, c'est que j'ai besoin de faire ces vidéos en fait. C'est pas tellement pour gagner ma vie ou quoi, c'est que il y a un moment où je tombe sur un produit, je me dis putain c'est intéressant. Il y a ça et ça qui n'ont jamais été dit sur YouTube, sur Internet, etc. Il faut que moi je le raconte. Comment tu gères au quotidien finalement ce rythme qui est assez particulier, ton rythme de publication, avec, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, le marketing de YouTube, c'est-à-dire cette nécessité d'être ultra régulier, d'avoir les vignettes, les covers les plus attractives possibles. Comment tu gères un peu cette dualité, parce qu'on peut penser aussi que c'est ta façon de faire est assez opposée aux best practices des très 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 gros youtubeurs. Alors déjà, je suis pas un très très gros youtubeur, et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis pas un très très gros youtubeur, c'est que je suis pas assez régulier. Parce que on va pas se le cacher, quand je sors pas une vidéo pendant 4 mois, il y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent à ma chaîne. Il y en a, mais c'est pas très, c'est pas flagrant. Donc je suis pas un Casey Neistat. En revanche, au-delà de la régularité, je crois qu'il y a plein de ces conseils qui sont assez bullshit. Le côté si tu postes pas de vidéo pendant 4 mois, YouTube va complètement t'oublier, ta communauté va t'oublier, quand tu vas sortir une vidéo, tu seras au fin fond de l'algorithme, personne va te regarder, ça c'est faux. Je l'ai testé par moi-même. Le côté monétisation qui impacte la visibilité, etc., pareil, ça se vérifie pas chez moi. Donc en fait, ça fait 10 ans que j'entends beaucoup d'excuses de la part des youtubeurs qui parlent de l'algorithme, qu'il est ghost sur YouTube, etc. Ça fait 10 ans que moi je me dis mais en fait c'est invérifiable ce qu'il raconte. Donc je suis pas du tout impacté par ces conseils-là, etc. J'ai toujours été convaincu que ce qui importe c'est le contenu. Et si une vidéo doit faire des vues, elle fera ses vues. Si le contenu est intéressant, que la forme est plutôt soignée, une vidéo fera ses vues. Quand je sors quelque chose et que ça fait 100 000 vues, ce qui est pas énorme pour ma chaîne, je me remets en question et je me dis ok, il y a un truc qui va pas. Donc soit c'est la miniature, en général c'est pas que ça, soit c'est le titre, peut-être qu'elle est arrivée trop tard, peut-être qu'elle est arrivée trop tôt, peut-être que le sujet est pas si intéressant que ça, peut-être que le propos est pas intéressant. Donc en général je remets jamais en question le fait que je sois parti pendant 4 mois ou que la miniature soit pas assez bonne, etc. Vraiment la valeur est dans le contenu. Tu prends en compte tous les feedbacks là que tu viens de citer, où tu te dis ouais très bien, cette vidéo a peut-être moins plu, mais moi ça m'a hyper éclaté de la faire, et si je devais la refaire, je la referais exactement pareil. Alors non, je les prends en compte parce que ça peut m'amuser, mais ça reste un travail quand même. C'est-à-dire que moi ce qui m'amuse, c'est de délivrer un petit bijou aux gens. S'il s'avère que c'est du toc, c'est bien que je me sois amusé, etc. Je vais pas me flageoler pendant une semaine, mais je me dis c'est dommage, j'ai raté. Ça peut ne pas être du toc, mais pas dans la tendance du moment. Après ça arrive. Moi, si je suis extrêmement fier d'une vidéo, ça changera rien. Les commentaires vont pas changer grand chose. Moi, je fais mon travail, je crée ma vidéo, je l'écris, je la tourne, je la monte, je l'envoie et les gens le prennent comme ils le veulent. Mais oui, ça arrive que je sorte une vidéo et je me dise j'aurais peut-être pu mieux faire.
Tu le prends personnellement? Tu te dis, c'est un boulot, je ferai mieux la prochaine fois? Non, c'est un travail comme un autre, c'est pas grave. Ce que je me dis, c'est putain, j'ai raté ma chance de parler de ce truc-là. Je vais pas faire une deuxième vidéo. Erratum. Mais à culpa, ou je dis PS, j'avais oublié de faire ça. Voilà, je me dis, j'ai raté ce sujet-là, c'est pas grave. Je passe au suivant, mais ça reste un travail. C'est plus un hobby, en fait. Donc, je peux pas agir comme si c'était un hobby. Alors, quels sont tes sujets de prédilection, là, en ce moment? Bah, c'est souvent Apple. Tu me poseras la question dans 6 mois, ce sera toujours Apple. Ça, on avait bien compris. Non, c'est vrai. Alors, il y en a peut-être là qui vont écouter, qui ne connaissent pas Léo. C'est vrai que beaucoup de tes vidéos tournent autour de l'univers d'Apple. On peut dire quoi? Peut-être 95%? 10? 90? Ouais, 85, 90. Ça m'arrive de parler d'autres choses, mais en général, comme je te le dis, je fais peu de vidéos. Moi, c'est la marque qui m'intéresse le plus parce que, quoi qu'on en dise, c'est elle qui drive le marché en général. Parfois pour des bonnes et parfois pour de mauvaises idées, hein, ça arrive aussi. J'attends que Samsung sorte une chiffonnette à 20 € pour être en dessous d'Apple. Donc non, moi c'est juste. Tu l'as unboxé ou pas celle-là? La chiffonnette, ouais, je l'ai. Ouais. Tu l'as unboxé? Oui. En vidéo? Non. J'ai pas fait d'unboxing, mais je l'ai. J'ai déjà mis de la sauce tomate dessus, c'est nickel. Ah merde. Elle passe à la machine ou pas? J'en sais rien, mais ce sera une bonne histoire à raconter. C'est clair. Donc non, moi c'est la marque, mais je sais pas pourquoi. Souvent, ça fait beaucoup parler les gens le fait que je parle essentiellement d'Apple. Moi, c'est juste le truc qui m'intéresse en fait. Ça s'arrête là. C'est que c'est comme ça que j'ai appris la technologie. C'est avec Steve Jobs et par Apple. Donc j'ai envie de parler d'un produit. J'en parle, c'est tout. Quels sont tes rapports avec Apple justement en France? T'as des relations directes avec eux? Aucune. J'ai jamais. Si le seul truc que j'ai fait. T'es déjà allé dans un Apple Store? Je suis déjà allé dans un Apple Store, mais on m'y a pas convié. J'ai déjà fait la bise à tout le personnel d'un Apple Store parce qu'on m'avait reconnu. Ah ouais? Chaque fois quand j'achète rien, comme par hasard. Ouais, c'était avant le Covid, j'espère. C'était avant le Covid, évidemment. Mais c'est la seule relation que j'ai avec Apple. Sinon, j'ai envoyé deux mails à Tim Cook dans ma vie, auxquels il n'a pas répondu. Et c'est tout. Je pense qu'il doit en recevoir pas mal. Il l'a lu le dernier, en revanche. Enfin, ah bon? La personne qui s'occupe des mails de Tim Cook, certainement, a lu le dernier. Ah, t'as reçu un accusé de lecture? Ouais. Ok. Ouais. Mais parfois. Et ça disait quoi? Ah, moi, j'ai juste reçu, en fait, dans mon app, quand il est ouvert. Mon mail? Ouais. Mon mail, je disais à Tim Cook que j'étais J'adore ce que vous faites. Bisous. Non, je lui ai dit félicitations pour cette fin d'année. En revanche, je suis un peu connu en France pour être un fan inconditionnel des AirPods. J'en parle énormément, j'en fais énormément la promotion. Et les AirPods 3 ne tiennent pas dans mes oreilles. Donc je suis peiné que ce produit ne s'adresse plus à moi. Voilà. Bisous. Et ouais. Donc il t'a pas répondu. Il m'a pas répondu pour l'instant. Mais donc c'est la seule relation que j'ai avec Apple. Et donc t'es en train de nous dire que Léo Duff, le plus grand défenseur hexagonal des AirPods. Ouais. Donc tes AirPods ne rentrent pas dans tes oreilles. Bah, ils rentrent. C'est un truc assez fat là que t'es en train de nous dire. Disons que si je commence à essayer de faire le sourire du Joker, il tombe. C'est pour ça que tu ne souris jamais. C'est pour ça que j'ai arrêté de sourire. Ah, ok. Très bien. Attends, donc spectacle comique, tu vas enlever tes AirPods, quoi, parce que sinon ça marche pas. Ah ouais, non mais clairement, non mais vraiment, mais même quand je parle à quelqu'un, quand je suis au téléphone, ce qui est chiant, parce qu'avec des AirPods ça arrive quand même souvent, je suis obligé de les replacer constamment parce qu'ils tombent. Et là, tu vas te traîner une image de mec ultra antipathique, mais c'est pas possible, ce mec il sourit jamais, c'est pas possible. Et le premier mail, c'était Tim Cook aussi? Ouais, alors le premier mail, c'était une tentative un peu désespérée parce que justement, je me plaignais de pas être invité à des événements alors que je parlais beaucoup d'Apple. J'avais un melon encore plus gros que maintenant avant. Et donc, je lui ai envoyé un mail, bon, c'était un peu comique, hein, en lui disant que je le pardonnais d'avoir oublié de m'inviter à un événement Apple, à un Apple Event, et que bah voilà, maintenant qu'il avait mon adresse, j'étais apte à la recevoir. Mais celui-là, il l'a pas ouvert. Celui-là, je sais pas s'il l'a ouvert, mais en tout cas, il a pas répondu, j'ai pas été invité depuis. T'aurais peut-être pu faire une vidéo, le problème avec Tim Cook. C'est vrai, je vais y penser. Ok. Et donc, tu n'as aucun lien avec Apple. Ouais, c'est assez surprenant parce que tu pourrais, à minima, recevoir leur communiqué de presse ou être dans leur liste de diffusion de communiqués. Bon, qu'on trouve par ailleurs aussi sur le site d'Apple. Hein, qui sont pas cachés. Hein, n'importe qui peut avoir accès aux communiqués de presse d'Apple. Mais de plus en plus de marques, quand même d'ailleurs la plupart aujourd'hui travaillent avec des créateurs de contenu et des influenceurs entre guillemets comme ils le font avec des journalistes, donc ce ne serait pas
étonnant. Ça étonne souvent les gens. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont persuadés que je suis sponsorisé par Apple. Il y a plein de gens qui sont sûrs qu'ils me donnent forcément. des millions. J'aimerais, mais non, j'ai même pas un seul pré-produit, rien. Et c'est pas si grave. On peut trouver ça dommage parce qu'effectivement, j'ai vendu quelques AirPods quand même, mais c'est pas si grave. Faut voir déjà la réaction des gens quand je parle des produits Apple en les achetant. Alors si en plus je les achetais pas, j'imaginerais même pas. Mais il faudrait que en fait c'est assez peu connu ça, parce que nous on est un peu du sérail, mais moi ayant dirigé quand même l'un des plus gros médias tech français, donc 01net.com, on avait 0 budget publicitaire d'Apple. Ouais. Zéro budget. Donc je n'ai jamais, enfin moi j'étais journaliste, hein, donc voilà, mais même la régie publicitaire n'a jamais été, pour 01net en tout cas, en contact avec l'agence qui gère les achats médias d'Apple. Et donc ça c'est vraiment un fantasme des lecteurs de dire tiens, ils ont mis 4,5 à l'iPhone 13, forcément avec le blé qu'Apple doit leur lâcher, mais absolument pas en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est peut-être la boîte qui dépense le moins dans les médias tech. Ils dépensent énormément, ça fait partie des boîtes qui dépensent le plus en marketing dans le monde, mais dans les médias tech, soit en France ou aux US, c'est peanuts. Ouais. Ils travaillent ces communautés différemment, via des relations presse notamment. Mais d'ailleurs, je crois que faut aussi se rendre compte que peut-être que leur façon de travailler va pas avec la mienne. Apple, il travaille beaucoup, alors il lui envoie les produits en avance, etc. avec JB de la chaîne The iCollection. Sauf que JB, effectivement, il sort ses vidéos assez tôt, le jour où le produit sort, etc. Moi, je serais jamais en mesure de faire ça. Moi, je prends toujours beaucoup plus de temps, etc. parce que c'est la manière dont je travaille. Je pense que si Apple demain vient me voir et ils me disent oui, on peut t'envoyer le produit en avant-première, et que je leur dis bon, par contre, ça sortira 1 mois après la sortie du produit, ils vont me dire non, on va aller voir quelqu'un d'autre en fait. Ouais, bien sûr. Et non, ok. Et donc, est-ce que tu travailles en sponsoring avec des concurrents d'Apple, avec d'autres marques? Oui, complètement, ça arrive avec Samsung notamment, avec qui je travaille de temps en temps, et qui sont pas rancuniers parce que j'ai beaucoup moqué Samsung, surtout sur le marketing de Samsung aux US, que je trouve un peu bancal, même si de moins en moins. Mais en fait, j'ai été pas mal réconcilié avec le Z Fold et le Z Flip, qui sont donc leurs smartphones pliants que j'adore dans l'idée. Alors, ils ont un problème, c'est qu'ils sont sur Android, mais j'adore le produit, j'adore je trouve aussi que c'est une technique et matériel, donc j'ai commencé à travailler avec eux à ce moment-là, donc oui, ça arrive complètement. Ouais. Et il y a même des produits que j'adore qui sont complètement concurrents. Le Pixel, par exemple, de Google, est un produit qui est formidable, ne serait-ce qu'au niveau de la photo. C'est un Android qui est pas trop dégueu, même si c'est un Android quand même. Mais donc oui, il y a des produits que j'adore. J'en parle peut-être un peu moins, mais il y a des produits que j'aime très bien. Bien sûr. Et tiens, un sujet que je voulais aborder avec toi, donc bon, les gens ne le savent pas forcément, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'étais journaliste tech aussi, et donc journaliste dans un média traditionnel, on va dire, avec ma carte de presse, etc. Et donc il y a une quinzaine d'années, on voyait déjà arriver ce qu'on appelait les blogueurs à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que les journalistes traditionnels, moi, c'était pas trop mon cas, mais je sais que les journalistes traditionnels avaient tendance à dénigrer totalement ces blogueurs qui sont pas des vrais journalistes, tu comprends, ils ont pas fait des études de journalisme, donc c'est pas normal qu'ils soient invités aussi à des événements par des marques, etc. Et bon, ça c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, ou peut-être que tu vas me dire le contraire, mais comment toi, en tant que non pas blogueur, mais youtubeur et créateur de contenu indépendant, sans carte de presse, sans formation de journaliste, mais ça n'empêche rien. Comment tu as vécu cet accueil parfois très froid et un peu pédant, on va dire, des journalistes tradis? Très bonne réponse. Je m'en fous concrètement, mais c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai eu une discussion à ce sujet très précis il y a pas longtemps. Okay. C'était une journaliste de cinéma qui sont pas souvent les plus accueillants. Non. Qui parlait sur Twitter du fait qu'elle était peinée de voir que des influenceurs étaient invités à des avant-premières alors que les places coûtaient cher. Alors je comprenais l'argument. En revanche, je pense que une boîte qui produit un film a le droit d'inviter qui il veut à une avant-première, et je crois que on n'a pas besoin de lire
le Figaro ou une critique ciné pour vouloir aller voir un film. À mon avis, juste le fait que Léna Situation poste une story en disant « Oh, j'ai adoré », ça peut, moi, me donner envie d'aller voir un film sans que j'ai besoin d'aller voir une super critique qui est rédigée. Alors là, j'ai plus le tweet exact en tête, mais je me souviens que... Alors je crois me souvenir qu'elle critiquait plus le fait que finalement, il donnait des places en avant-première aux projections presse à des influenceurs et influenceuses qui ne parlaient même pas du film. Il me semble que c'était plutôt comme ça qu'elle parlait pas de cinéma, je crois. Voilà. Qui parlait pas de cinéma en général. Ouais. Mais qui émettait quand même là sur Twitter ou Insta une critique, enfin un avis sur le film. Bah, au moins montrer une présence en fait. Oui. C'est ce que faisait Léna. Elle a montré une photo où elle disait qu'elle était invitée à une soirée, etc. Donc en fait il faut juste comprendre que les journalistes ne sont pas des influenceurs et les influenceurs ne sont pas des journalistes. Alors cohabitons, apportons chacun la valeur qu'on a apportée. Peut-être que moi en tant que influenceur tech, je vais pas dire alors ce film est vraiment la réincarnation de machin. Je moque alors que j'adore et la photographie. Les critiques ciné, etc. Il y a énormément de journalistes que je suis à ce niveau-là. Mais juste, je pense que, par exemple, moi, mes parents, s'ils veulent aller voir un film au cinéma, ils vont pas aller lire une longue critique comme moi je pourrais le faire. Donc, certes, ils font le choix de parler à tout le monde et les influenceurs parlent à un autre public. Donc, cohabitons ensemble. Après, on peut peut-être aussi, entre guillemets, mettre ça sur le coup des agences de relations presse qui petit à petit se sont aussi muées en agences d'influence et qui travaillent les journalistes comme ils travaillent les influenceurs et inversement. Et peut-être que finalement l'erreur est là, enfin l'erreur, peut-être pas l'erreur, mais je sais pas, le distinguo qui peut être un peu compliqué à faire se situe à ce niveau-là aussi. En fait, je crois que c'est quand même un peu du ouin-ouin sur la perte de privilèges. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est certain. La personne qui écrit son article sur un film peut très bien aller voir d'elle-même, payer sa place et aller voir le film. C'est pas un problème. C'est juste qu'elle était habituée jusqu'ici à avoir beaucoup plus de place et donc à être invitée. Là maintenant, il y a des influenceurs qui rentrent dans la danse, qui eux aussi pourraient aller payer leur place et aller voir le film, mais en l'occurrence maintenant ils sont invités parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient du pouvoir. Je crois que ne pas aller à la soirée d'avant-première permet quand même d'écrire une critique derrière sur le film. Donc pour moi c'est juste de la perte de privilèges parce que il y a un tournant et à mon avis il faut l'accepter. Oui, parce que finalement critiquer la présence d'un influenceur à une projection en avant-première d'un film, c'est comme critiquer la présence d'une célébrité ou d'une personnalité qui n'a pas été dans le film mais qui est invitée là par je sais pas par amitié aussi, parce elle a elle-même une communauté qui est intéressante pour la projection. Ouais, bien sûr. Mais ouais, et donc toi t'as pas eu d'autres cas de figure comme ça, en tout cas dans le milieu tech je sais pas, où t'as senti peut-être une certaine animosité de la part de certains journalistes. Ça t'est arrivé au cours de ces dernières années? De journalistes autant que de youtubeurs en fait, c'est un peu une petite guéguerre, mais non, que j'ai pas trop vu. Moi en soirée en général, en événement, je bois des coups avec les journalistes autant qu'avec les youtubeurs. C'est pas une très grande guerre, parfois ça se titille un peu sur Twitter, mais c'est le propre de Twitter. Donc on est tous là pour se foutre sur la gueule sur Twitter. Donc non, il y a pas non plus il y a un petit peu d'animosité de temps en temps, mais c'est rien de très grave. OK. Et ça t'a jamais titillé de te dire tiens, moi Léo Duff, je vais me constituer média aussi, mais enfin aller un peu plus loin dans cette démarche et finalement faire de Léo Duff une marque média qui puisse non seulement vivre sur YouTube mais aussi peut-être sur d'autres supports, pourquoi pas via un site, via d'autres je sais pas, d'autres formes d'expression. Non, j'aime bien rester une personne. OK. Je suis quelqu'un qui parle aux gens. J'aime bien le format dans lequel en fait on pourrait être en train de boire l'apéro sur le canapé devant un match et à un moment tu me dis au fait l'iPhone et je te raconte ce que je pense sur l'iPhone. J'aime bien ce format-là, rester Léo Duff et j'aspire pas à beaucoup plus en fait, mais je trouve que c'est bien déjà d'être Léo Duff. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Raconte-nous un peu la manière dont tu t'organises pour cette production, parce que franchement, moi, je suis assez admiratif de la qualité de ta production vidéo. Franchement, je te le dis, j'ai pas ça pour te lancer des fleurs. Enfin, que ce soit au niveau de la prise de vue, des angles, du montage, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de taf derrière. T'as une formation ou t'as tout appris tout seul? C'est l'avantage d'avoir commencé à 12 ans, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur beaucoup de logiciels, mais j'ai surtout appris l'écriture.
je le disais tout à l'heure, je voulais faire elle. Ouais. On m'a empêché de le faire, mais ça m'a pas empêché de lire des livres. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a construit. C'est le fait que le français est une langue formidable et j'ai envie de l'utiliser autant que possible. Alors je suis pas un très grand littéraire, mais ça me permet d'écrire des choses, ça permet d'exprimer ma pensée le plus précisément possible. Et c'est vraiment là-dessus que j'axe 90% de mon travail. Derrière, il y a un petit peu de prod, il y a un petit peu de montage, etc. Mais je suis vraiment pas le meilleur là-dedans. En revanche, je fais en sorte d'être le meilleur dans mon domaine, en tout cas sur l'écriture de mes scripts. Donc tout est respecté à la virgule près, tout est écrit, réécrit, et ça vraiment ça occupe 90% de mon temps, c'est l'écriture. C'est là-dessus que je bute souvent et que parfois ça peut mettre 3-4 mois parce que j'essaie de construire ma pensée dans mon cerveau et c'est parfois plus compliqué. Donc c'est vraiment, je sais que ma valeur est là, donc j'axe tout là-dessus. Et sur la partie technique de tes productions, c'est-à-dire le montage en tant que tel et la manipulation de tes appareils de captation, que ce soit sonore ou vidéo? Je fais tout moi-même. J'ai appris pareil sur le tas. On a la chance quand même de vivre à une époque où YouTube existe. Ça tombe bien, j'en ai fait mon métier. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les ressources en ligne. Donc j'ai appris comme ça. Je suis pas encore un génie de la vidéo, mais je sais produire de belles images et faire un truc qui est au moins regardable et entendable. Donc Ok. Autre question qui n'a rien à voir d'ailleurs. Ouais. Voilà. Vas-y, mais faisons des ellipses. Ellipse, allez, c'est parti. On pourrait faire un petit jingle. Tu veux que je te fasse un jingle? Fais-moi un jingle et peut-être que j'utiliserai dans les autres épisodes. Ok. L'ellipse. Oh là, j'ai laissé un petit blanc derrière parce que je voulais pas le gâcher. Je la garde. Comment tu gères la critique des spectateurs qui regardent tes vidéos? Les pouces vers le bas. Comment tu gères ça? Les pouces vers le bas. Les commentaires un peu haineux. Les pouces vers le bas, je les regarde pas. Ouais. Maintenant, on a un outil sur YouTube qui te met en pourcentage les likes versus dislikes, et je suis en général à 98%. Donc, je t'avoue que les 2% me concernent pas trop. Comment je gère la critique? En fait, au bout d'un moment, j'ai appris à me construire un personnage. C'est-à-dire que ce qu'on voit en vidéo, c'est moi, mais c'est pas tout moi. C'est 10% de moi. C'est ce que j'accepte de montrer. C'est-à-dire que toute ma vie privée, elle est pas là-dedans. C'est vrai. Tout ce que je pense n'est pas là-dedans. C'est ce que je pense sur la tech. Bon, le fait qu'on m'attaque sur ce que je pense de la tech, ça va, je peux survivre. Je peux en passer. Donc, mais on sait que parfois les critiques peuvent aller justement au-delà de ce que tu penses ou de tes prises de position. Elles peuvent être, j'en sais rien. J'en ai lu aucune avant de préparer cet épisode, mais potentiellement, je sais pas, sur ton physique, sur ta manière de parler, je sais pas en fait. Mais à ce moment-là, c'est un peu comme si tu croises quelqu'un dans la rue et qui dit « Hey, connard !» Tu vas être un peu choqué sur le coup, mais tu vas dire ça veut pas dire que je suis un connard dans la vie de tous les jours. Ce mec m'a vu 15 secondes et il a dit que j'étais un connard. Bon. En revanche, si quelqu'un qui te connaît depuis 5-10 ans te dit t'es un peu un connard, là tu vas le prendre un peu plus personnellement. Donc sur internet c'est pareil. Quelqu'un qui vient te dire oh là là comment tu parles, oh là là comment t'es moche, oh là là t'as l'air con. Tu dis oui si tu veux, ce que tu juges ce que t'as vu de moi, ce que t'as cru voir de moi, et souvent c'est très gratuit sur internet. Il suffit que t'aies l'air un peu trop intelligent pour la personne et tu deviens un connard. Donc en fait au début oui tu comprends pas trop cette méchanceté gratuite, et puis après tu dis c'est pas. Tu fais quoi? T'ignores, tu réponds pas, tu réagis pas? Alors parfois tu modères un peu? Parfois ouais, je modère beaucoup, surtout quand c'est insultant en fait. Ouais. Si là on tombe dans l'insulte, je pars du principe qu'on n'est plus dans la vie, qu'on n'est plus dans le débat, qu'on est purement dans la bêtise gratuite. Donc à ce moment-là je modère. Ça m'arrive souvent de répondre sur Twitter. Oui. Et j'aime bien. J'allais y venir. J'aime bien, mais parce que je suis de cette génération du clash sur Internet. Et en général, c'est là que j'aime bien maîtriser mon français et le perfectionner. J'essaie de synthétiser un petit peu le propos des gens et de le retourner contre eux. Et souvent, c'est vrai que ça m'amuse de débattre ainsi sur Twitter. C'est face à qui? Face à des fans d'Android, des fans d'autres de marques qu'Apple? Ça arrive souvent parce qu'encore une fois c'est le sujet que je maîtrise le mieux, donc et puis moi c'est ce qui me passionne, donc c'est là-dessus que je défends. On sent que tu kiffes. On sent que tu kiffes quand tu fais ça. Ouais. C'est arrivé, tu vois, hier encore. Ouais. Hier, il y a un YouTuber qui a sorti une vidéo notamment sur Steve Jobs. J'ai vu. Que je trouvais assez irrespectueuse de l'homme qu'il était, sans pour autant l'idolâtrer ou le détester. Je pense que quand on parle de quelqu'un, il faut tout dire et pas seulement le négatif. Donc j'ai tweeté en disant que c'était pas très respectueux de qui il était vraiment, et j'ai publié une liste
de livres à lire sur Steve Jobs. J'ai vu. J'en ai lu 5-6 et j'en conseille à peu près 5. Et là, je me suis pris des sauts de merde de filière de gens qui m'accusent d'avoir lu. Ce que je trouve incroyable. Mais bien sûr que t'aurais jamais dû lire. Mais c'est vrai. C'est honteux ce que tu fais. Pourquoi j'ai lu? C'est horrible. Donc, je vais censurer ce passage d'ailleurs. Moi, je suis assez peiné par le fait que on transforme la connaissance en idolation et en fanatisme. C'est juste parce que ça rend plus facile le fait, pas d'être bête, mais d'être incultivé sur un sujet. Donc en général, j'aime bien sortir un petit peu les armes et dire ce que je pense de tout ça, parce que ce que ça dit de notre société, c'est que quand on commence à s'intéresser à un sujet, ça veut dire qu'on devient fanatique. Donc au final, on ne s'intéresse plus à rien, sauf ce en quoi on est déjà fanatique. C'est dramatique. C'est un cercle qui n'en finit jamais en fait. Et donc là, sur Steve Jobs, donc c'est clair que dans sa vidéo, t'es un créatif, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est clair qu'il a une vision très simpliste du personnage. Pour autant, on peut pas idolâtrer, mais on peut respecter, apprécier tout le travail accompli par cet homme qui reste un génie, hein, Steve Jobs, tout en acceptant en concédant le fait que il a parfois été très très dur avec certains employés, qu'il a renié sa fille à l'origine. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ont du mal à comprendre un propos sur Twitter. Et moi, j'ai jamais dit qu'il fallait l'adorer. J'ai même dit qu'on pouvait le détester d'ailleurs. Simplement, ce que je dis, c'est que ce qui est dit dans cette vidéo, ce n'est pas la vérité. C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, quand je dis aux gens, lisez, ça veut pas dire kiffez-le. Ça veut dire lisez. Quand tu veux savoir si tu veux voter pour un homme politique, tu le lis. Tu lis son programme, tu écoutes ce qu'il dit. Tu dis pas, non, lui, c'est sûr, c'est un raciste, ça se voit à sa gueule. Enfin, en fait, le problème sur Twitter, et je parle de Twitter, c'est un peu partout, mais sur Twitter, c'est... Le problème avec Twitter. Le problème avec Twitter, c'est que on juge pas un livre à sa couverture, mais sur Twitter, il n'y a que des couvertures de 280 caractères, et on est capable de juger un homme sur 280 caractères. C'est évident. Twitter, c'est le réseau de la cristallisation du débat, des antipodes, et quand tu apportes de la nuance, ton tweet est totalement ignoré par l'algorithme. D'ailleurs, on peut faire un petit aparté, parce que ça t'arrive aussi. Ouais. Moi, je reçois des notifs de Twitter, qui m'invitent à lire des tweets. Je dis, mais pourquoi tu m'envoies ça à Twitter, en fait? Jean-Michel Twitter, arrête de m'envoyer des... Ah ouais, j'ai pas ça, moi. Non, t'as pas ça? Ah, tu dois avoir un truc activé. Je me suis fait la remarque parce que donc j'ai créé le compte Twitter d'Orso Media, le label qu'on a monté. Et donc, je ne suivais que les podcasteurs de mon label. Donc, rien de politique, rien de sexiste, je sais pas quoi, tu vois, LGBTQ, transgenre ou des MSQ et des machins. Et je reçois que des notifs de Twitter sur ce compte qui m'invitent à regarder des tweets hardcore, quoi, tu vois, avec des propos assez très tranchés sur des grosses questions de société, c'est fou, tu vois, sans nuance. Je dis, mais pourquoi en fait? J'ai rien demandé, moi. Laisse-moi tranquille. Ah ouais, non, j'ai pas Envoie-moi des notifs sur des podcasts ou des choses comme ça qui m'intéressent. Non, t'as pas eu ça? Non, j'ai pas eu ça. Je vais poursuivre un peu mon enquête. Donc, YouTube, t'es pas très régulier, mais c'est vrai que sur Twitter, tu l'es beaucoup c'est plus. beaucoup plus facile de l'être sur Twitter, et puis c'est vraiment un réseau de réac. Donc, quand il se passe quelque chose, moi, je réagis. Alors, je fais en sorte que ce soit que sur la tech. Je parle très peu d'autres choses parce que j'ai accepté que c'était mon domaine et qu'il fallait que je parle quasiment que de ça. Et t'as raison. Donc, t'as raison. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le pluralisme. J'essaie vraiment d'être singulier, de parler que d'un truc. J'estime que c'est ma compétence, et c'est pour ça que je me suis permis de rebondir sur Steve Jobs. Le fait d'avoir beaucoup lu sur lui, même si c'est vrai, me rend pas un fan de lui. Ça me rend cultivé sur le sujet. Donc, quand on vient me dire « Ah, t'es pas objectif », si. Je le suis plus que n'importe qui dans ce débat, puisque j'ai lu sur lui. Et c'est ça que je trouve dramatique. C'est qu'on en est venu à cette conclusion que si tu t'intéresses à un truc, c'est forcément que t'en es fan. C'est pour ça aussi que j'ai jamais donné de nom à ma communauté sur YouTube. C'est pas parce que les gens me regardent qu'ils sont fans de moi, qu'ils sont en accord avec mes propos. Comment ça, tu leur as jamais donné de nom? Parce que tu aurais pu leur donner un... Bien sûr, il y a beaucoup de youtubeurs qui donnent un nom à leur communauté, ils ont énormément de gimmicks et tout. Et je suis pas contre ça, mais moi j'ai jamais voulu le faire parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu me regardes que tu me kiffes. C'est pas parce que tu me regardes que t'es en accord avec moi, que t'es fan d'Apple. Exactement. Je fournis un travail, après t'en fais ce que tu veux, mais il y a plein de gens qui me regardent et qui détestent Apple. Consommer n'est pas
adhérer. Oui, D'ailleurs, complètement. c'est vrai que je trouve ça débile aussi. Encore une fois, sur Twitter, des comptes qui jugent la popularité ou les intentions de vote en fonction du nombre de followers qu'ont les hommes politiques, etc. Mais non, tu peux être abonné à Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon sans être du tout en phase avec leurs idées. Mais c'est juste que cette ouverture d'esprit... Avoir été éduqué sur la guerre quand on était petit à l'école a pas fait de nous des guerriers pro-combat, en fait. C'est simplement de l'éducation. C'est ça. Regarder sur Netflix des documentaires sur des serial killers ne fait pas de nous des serial killers. On s'instruit, en fait. Le monde est fait de ça, la culture est faite de ça. Donc moi, j'essaie vraiment d'inciter les gens à s'intéresser à des trucs qui sont totalement contraires à leurs idées. Ellipse ? Ah, tu veux que je le refasse ? Non, t'avais juste à me dire, j'attendais que tu me dises Ellipse. Ellipse. Très bien. Qu'est-ce qui te fait kiffer en ce moment dans les nouvelles techno ? C'est quoi ton kiff de cette année hors produit Apple ? Ça aurait pas été un produit Apple. Alors si, ça aurait pu être un produit Apple, mais c'est pas... Bon, le M1... voilà, Max, ça aurait pu être le M1 parce 14, que ça change la façon dont je travaille, mais c'est pas non plus... ok, bon, ça c'est bon, on l'a dit. Un énorme kiff. Moi, je suis vraiment à fond sur le pliant. J'ai trop hâte. Ah ouais ? J'ai trop hâte de voir l'iPhone pliant parce que je trouve que... Tu crois là en 2022 ? Ouais, pourquoi pas. Parce que je trouve ce que Samsung a fait ces 3 dernières années, moi je suis absolument fan. Ouais, je trouve ça très le cool. Z Flip. Le Z Flip, c'est vraiment un kiff à utiliser, donc j'adore ça. Après, non, moi ce qui va m'intéresser, c'est quand on aura... Juste pour le pliant, tiens, t'allais encore reparler du pliant là ? Non, dis-moi. Non, mais je me dis, c'est vrai que si Apple va sur le pliant, tu sais qu'ils vont y aller avec quelque chose en plus. Bah, il y aura de l'OS en fait. Ouais. Non, mais même au-delà de l'OS, même tu te dis, techniquement, en termes d'intégration, de design, ils vont créer un truc qui va faire un peu, qui va être un peu le nouvel étalon. Ouais. Et tout le marché va suivre cette tendance. C'est aussi l'intérêt quand Apple va sur quelque chose, c'est qu'il crée un nouveau standard et tout le marché se met au niveau des standards d'Apple qui sont quand même très high. Ça, c'est pas les plus innovants, mais c'est les plus convaincants. Ok, donc le pliant. Donc le pliant, les lunettes connectées, forcément, moi j'attends ça depuis quelques temps. On attendra peut-être 2024. Donc ça m'intéresse énormément. Après, je trouve que l'actualité est pas hyper sexy dernièrement. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça parce que je pars du principe que ce sont des outils et que tant qu'ils sont meilleurs, moi, ça me convient. Après, je dis pas non à des petites innovations de rupture de temps en temps parce que forcément c'est beaucoup plus excitant, mais il faut que ça reste des outils qui soient performants. Quand on pond des trucs qui sont hyper nouveaux mais qui correspondent à aucun besoin au quotidien, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas très pertinent. Donc Metaverse, après j'ai hâte. Ouais, j'ai t'en parler avec Facebook, avec Metaverse. Moi j'ai un Oculus Quest. Ah, pareil. Donc ça me parle énormément, c'est trop bien. Kiffes. Ah mais c'est incroyable. J'ai prévu de faire une vidéo un jour sur le Quest, qui est un casque de réalité virtuelle. Ouais, parce Oculus Quest 2. Ouais. Je joue avec mon père au ping-pong à 10 000 km, l'un de l'autre. J'adore ce jeu. C'est exceptionnel. 11. Ouais, 11. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que j'habitais chez mon père, on jouait au ping-pong, en vrai. Et là, au bout d'un moment, j'ai vu le Quest et tout. J'ai commencé à tester. Je me suis dit, putain, ça marche bien et tout. Il y a un jeu de ping-pong, ok. Donc j'en ai fait livrer un à mon père. Et on a commencé à jouer au ping-pong à l'autre bout de la France. Et en fait, on jouait exactement comme on jouait dans la vraie vie. Ah oui. C'est-à-dire que je le voyais avec sa tête de chat, là, parce qu'on a des têtes de chat dans le jeu. Et on jouait au ping-pong comme si on était à nouveau dans son jardin. Enfin, ça, socialement, en plus, on était en plein confinement. Ouais, c'est une expérience qui est folle. Ah, mais il faut vraiment l'essayer pour se rendre compte. C'est pas juste un écran qu'on te colle devant les yeux et qui est avec des manettes. On est vraiment transporté ailleurs. Et donc j'en ai un chez moi aussi. Tous mes potes à qui je fais essayer, ils me disent tous, mais c'est complètement ouf. Et il y a pas que les jeux, il y a des vidéos aussi qui sont dingues. Tu peux monter l'Everest, tu peux te retrouver au milieu de l'espace à naviguer de planète en planète. Enfin, le seul truc qui est frustrant, c'est que t'as pas tes jambes, quoi. T'as envie de te balader. T'as pas tes jambes. Et c'est vrai que c'est dingue. Et le jeu de ping-pong est dingue. J'adore. Le jeu de ping-pong est incroyable. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de lag, moi, juste de temps en temps. Ah ouais? Oui, ça arrive. Tu joues avec quelqu'un à distance. Ouais, ça arrive qu'il y ait du lag. Mais quand je te dis qu'on joue de la même manière, c'est-à-dire que les coups que moi j'arrivais à lui mettre, ils rentrent marchent aussi dans le jeu. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Et là, c'est Facebook qui le fait. Donc tu dis quand Apple aussi va s'y mettre, avec encore une fois, leur capacité à
très bien intégré, à la fois le hardware, le software. C'est en train de se transformer en podcast un peu tech. Hein. et puis le marketing. On va écouter ce passage. Le Quest est quand même pas sorti l'année dernière. Ouais. Ça fait un moment qu'on a le Quest et personne n'en parle. Non, mais ça se vend très très bien. Hein. Ça se vend bien. À un moment donné, c'était très dur de mettre la main sur. Personne ne sait que ce truc existe quasiment. À part les gens qui sont vraiment dans la tech, il y a plein de gens, moi, qui sont très tech, à qui j'ai fait tester, qui n'avaient jamais testé avant, qui m'ont dit mais c'est incroyable, pourquoi on n'en parle pas? C'est aussi la force d'Apple, c'est que le jour où ils sortent un truc comme ça, il sera peut-être pas foncièrement meilleur. Il y aura des petites features, ils seront connectés avec tes AirPods, etc. Peut-être. Mais c'est juste qu'ils sauront le vendre. Ah, c'est ça. Et ils vont aussi emmener tout un écosystème de développeurs derrière. C'est ça. L'App Store, ça va être intéressant. Bon, allez, on arrête de parler de tech parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Enfin, je kiffe ça, moi, évidemment. Et toi, de fait. J'aimerais conclure sur une dernière question. Allez, 2. La dernière, c'est comment tu te vois dans 5 ans. Comment tu te vois à quoi va ressembler Léo Duff dans 5 ans? J'espère qu'il aura une barbe complète. En VR, peut-être. Ah, dans Metaverse, peut-être, je peux faire une grosse beubare. Je l'ai déjà fait sur mon Animoji. Bon, on arrête, ça y est, on reparle de tech. T'as le droit de dire aussi, j'en sais rien et on verra, quoi. Hein. Non, si, je sais à peu près. J'aimerais bien avoir un rythme plus établi, ne serait-ce qu'un rythme de vie, un rythme de vidéo, etc. Parce que même si ça ressemble parfois à de la torture, le fait d'écrire, etc., c'est très compliqué. Je crois que c'est ainsi que la création doit se passer et que c'est justement le signe qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Donc j'espère juste me faire du mal plus souvent. Parce que, putain, c'est une libération, c'est incroyable. Et je crois que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est vraiment c'est dur en permanence, mais quand j'ai un truc qui sort et que j'en suis fier, et que je commence à avoir les retours et tout ça, et que j'ai des potes qui m'appellent pour me dire « Oh, j'ai adoré !» Ça, c'est fou, c'est vraiment une libération. Donc juste faire ce truc-là plus souvent, je serais très heureux. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? La flemme. Et t'auras pas la flemme dans 5 ans? Bah, je sais pas. Je vais avoir des bureaux là prochainement. Ah. Donc et comme je te l'ai dit, je suis très très bien accompagné. Donc on me pousse vers le haut. Mais non, en fait, ce que j'appelle la flemme, c'est aussi la peur de faire un truc qui est pas à la hauteur. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi je ne sors plus de vidéos, juste après une longue période durant laquelle j'en ai pas sorti, où j'explique un petit peu tout ça. Je suis pas du tout impacté par le syndrome de l'imposteur, par exemple. Parce que j'ai un melon gigantesque, mais en revanche je suis très impacté par la peur de pas faire aussi bien que ce que je voudrais faire, et ce truc de done is better than perfect, j'ai beaucoup de mal à le respecter, mais je m'y fais de plus en plus, et je commence à accélérer mon rythme de production, et ça va mieux dans ma tête. Ouais, après tu peux aussi te dire t'es accompagné aujourd'hui et plutôt bien, hein, parce que Imakina, il travaille super bien. Ouais. Et justement, le fait d'être accompagné, ça peut te permettre aussi d'accélérer et de toujours maintenir ce niveau de qualité, cette exigence, tout en ayant une production un peu plus de vélocité dans ta production, effectivement. En fait, je vais juste retenir les conseils des gens qui font ça déjà très bien. J'ai cru pendant longtemps que l'art, c'était une sorte d'éclair de génie qui tombe d'un coup, un éclair qui te tombe sur la gueule à 3h du matin, tu te lèves en sursaut et tu vas aller écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était dans les films. Et j'ai beaucoup appris en lisant, notamment un livre qui s'appelle La guerre de l'art, qui évoque ça comme une guerre, hein, donc c'est pas un truc que j'ai inventé, et qui explique qu'en fait, c'est pas ça, l'art. En fait, c'est un travail comme un autre. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te mets devant ton ordi, ça va être dur, mais tu vas devoir écrire. Quelle que soit ton inspiration du moment, ton mood, si t'as digéré ton café ou pas, il faut écrire. Et en fait, c'est un conseil qui est cité par tous les plus grands auteurs, donc j'imagine que c'est pas trop con. Oui, on a tendance à opposer ce travail de bureau répétitif au travail artistique. Oui, alors que t'as raison, c'est pas du tout le cas. Youtubeur, influenceur, tout ce que vous voulez, c'est un travail exactement comme un autre. Exactement. On se lève le matin, on doit produire un truc et le soir, on est content ou non. J'aimerais conclure sur ma dernière question. Quels sont les créateurs, toi, que t'admires, que ce soit en France ou à l'extérieur, ceux que tu regardes très régulièrement, dont tu ne rates aucun épisode de podcast ou sur YouTube? C'est quoi tes sources d'inspi? C'est très divers. Je regarde pas tant de tech que ça, par exemple.
Je regarde forcément Marquez et Jonathan Morrison qui sont des ovnis de la tech. C'est incroyable en termes de production et de réflexion. Mais après, je respecte autant des McFly et Carlito, par exemple, qui ont une énergie et qui arrivent... Moi, ce que je respecte énormément, en fait, c'est la valeur. Et la valeur, elle est très diverse. Ça peut être du divertissement, ça peut être quelqu'un qui produit un contenu qui fait ressentir une émotion de peur, de joie, de pleurs. Donc moi, je respecte vraiment le fait qu'on retienne mon attention. Cette économie de l'attention-là, de la maîtriser à ce point, c'est un truc que je respecte énormément. Donc ça va de McFly et Carlito à... pour sortir un peu de YouTube, à Jul, qui par exemple, le mec, qu'on aime ou pas sa musique, chaque fois qu'il sort un truc, il fait danser toute la France. C'est clair. Moi, c'est ça que je respecte, ce truc de... Il y a une science derrière tout ça, et le fait de la maîtriser à ce point, ça me fascine, je trouve ça exceptionnel. Avec une prod assez frugale aussi, hein, si tu remarques. Julien, il n'est pas non plus caractérisé par ses clips à 12 millions de dollars de budget. Hein. Clairement pas. Ou d'euros, parce que bon, full valeur, que de la valeur. Marseille, hein, c'est ça? Ouais, Marseille. En fait, Jul, il s'est donné une mission, c'est de faire danser les gens. Et depuis qu'il a commencé, il a tout mis dans cette mission-là. Et il s'en fout un petit peu de l'image qu'on peut avoir de lui, de faire le gangster et tout. Il s'est juste dit, bah moi, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais le faire jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il fait. Tous les 6 mois, il sort un truc et c'est ce qu'il fait. Ça, c'est qu'on aime ou pas le contenu, c'est pas important. C'est extrêmement respectable. Complètement. On va rester sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Je t'ai pas du tout dit un youtubeur, du coup, c'est parfait, mais non, c'est vrai, mais c'est pas grave. J'ai à moitié répondu à ta question. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais surtout qu'il y a plein de youtubeurs que j'aime, en fait. Moi, souvent, je respecte le travail, la réflexion. Ouais, non, mais en plus, c'est une question qui... Moi, j'ai pas du tout de mémoire. Donc, si tu me poses cette question-là, je serais incapable de te répondre. C'est très compliqué. Donc, c'est un peu vache aussi de te l'avoir posée sans t'avoir laissé la préparer aussi. Voilà. Mais écoute, c'est avec plaisir que je te réponds. Jul est mon youtubeur préféré. Jul est mon podcasteur préféré. Ok, bon, on va se quitter là-dessus. Bon, merci beaucoup Léo, c'était vraiment hyper sympa d'avoir répondu à mon invitation. Avec grand plaisir. J'étais très content de passer cette petite heure avec toi, mine de rien. Tu vois, ça passe vite. Ça passe vite, mais ça c'est avec les ellipses. Et oui. Et donc, juste dis-nous ta chaîne YouTube s'appelle donc Léo Duff. Ton compte Twitter s'appelle donc Léo Duff Off. Et ton compte Tinder s'appelle? Il y en a plus. Oh, il vient de nous lâcher une info. Non, mais j'en ai eu, mais j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le problème avec Tinder, où je parle de l'algorithme Tinder, de toutes les données qu'il récolte, etc. Et du coup, j'en ai plus. Ok, on va tous aller la regarder. Merci beaucoup Léo. Avec grand plaisir. La bise.